au Maroc, il y a un sursis, ou en Oman il y a un sursis, mais il y a un mouvement de contestation qui est essentiellement fondé sur l'idée que, même si certaines personnes peuvent dire qu'il y a eu des choses positives qui ont été faites au Maroc à Oman, demain le souverain peut décider de les barrer complètement et de revenir en arrière. Et les gens ne veulent pas qu'on revienne en arrière, c'est pour ça qu'il y a des fois, alors on demande le remplacement des monarchies, mais en tous les cas, au moins souvent, les monarchies constitutionnelles, c'est-à-dire dans lesquelles, en fait, le souverain ne dirige pas. Donc, pour moi, il n'y a pas de grande différence entre ce qui est la situation aujourd'hui au Maroc, en Algérie aussi, où il y a un pouvoir qui aussi prétend faire des concessions, mais en fait qui n'en fait pas. Donc il y a des manœuvres, mais je ne peux pas rentrer dans le détail. Sur la question des minorités, bien sûr, il y a un problème de minorité partout. Ce que vous dites sur l'accueil de Haniyeh n'est pas tout à fait vrai. Il y a eu des gens qui ont crié mort aux juifs quand Haniyeh est arrivé, c'était un tout petit groupe. Ils ont été condamnés par tout le monde, y compris par le Premier ministre, par les islamistes d'Ennahda, et c'est important à rappeler. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, si vous voulez. On est dans une situation très instable où les minorités, à tort ou à raison, des fois à raison, mais des fois aussi à tort, se sentent menacées. C'est vrai des Coptes en Égypte, c'est vrai de toutes petites minorités juives en Maroc ou en Tunisie, c'est vrai des chrétiens en Syrie. Je veux dire, je ne peux pas rentrer dans le détail de toutes les situations. La garantie pour les minorités, c'est la démocratie. Mais ce n'est pas seulement la démocratie, parce que la démocratie, c'est le règne de la majorité. Donc, on peut dire qu'en Égypte, les Coptes représentent 10%. Donc, le règne de la majorité, ce serait un règne complètement je dirais, imposé aux Coptes. Donc, il y a des solutions à trouver. Elles sont différentes selon les pays. Les problèmes ne s'opposent pas tout à fait de la même manière parmi les Coptes en Égypte, où c'est pas vraiment une question, c'est une question religieuse, mais il n'y a pas les gens ne sentent pas une appartenance ethnique comme il peut y avoir par exemple des maronites ou donc il y a des situations qui sont très différentes, mais c'est effectivement un des problèmes, et c'est un des problèmes qui va peser sur l'avenir. Quand on voit la situation en Syrie, une des raisons pour lesquelles le régime syrien tient, c'est pas seulement la répression, bien sûr c'est la répression, c'est l'écrasement, l'utilisation de la force maximum contre les manifestants, mais c'est aussi le fait qu'ils s'appuient sur la peur des alaouites, sur la peur des chrétiens, face à tout changement qui pourrait les mettre en cause. Il faut aussi voir à quel point ce qui s'est passé en Irak pèse. Il y a eu, la Syrie a accueilli, de manière, il faut le dire, tout à fait positive, plus d'1 million de réfugiés irakiens depuis la guerre, dont un grand nombre de chrétiens. Alors quand vous expliquez aux chrétiens que la chute du régime Assad, ça ne va pas avoir de conséquences sur eux, ils sont pour le moins sceptiques. Et on peut comprendre, je veux dire, ils ont tort, mais ils ne sont pas mobilisés contre le régime. Au contraire, une partie est mobilisée avec le régime, pas parce qu'ils sont pour la dictature. Donc cette question des minorités est vraiment une question importante parce qu'elle peut faire complètement dévier la révolution vers un affrontement ethnique, et qu'il y a des forces qui jouent là-dessus. On a parlé des chiites et des sunnites. Ce qui s'est passé à Bahreïn, par exemple, c'était une révolution démocratique dans une population qui était à majorité chiite, mais avec une partie de sunnites qui ont participé, en tous les cas, au début des manifestations. Et puis le pouvoir et ensuite les Saoudiens ont été tout à fait, ont joué sur cette division, mobilisé la population sunnite de Bahreïn, avec l'idée, c'est une manœuvre iranienne, c'est les Iraniens, les chiites qui veulent prendre le pouvoir. Et compte tenu aussi de ce qui se passe en Irak, où il y a une majorité chiite, c'est des questions qu'il est facile de manipuler. Elles sont fondamentalement politiques, mais c'est facile de transformer, d'utiliser la religion pour mettre de côté les problèmes politiques. Et c'est vrai que c'est un des dangers qui pèse sur l'avenir de ces révolutions, et c'est un danger tout à fait important. Sur la question internationale, bon, je veux dire, c'est évident qu'il y a un double échec d'Obama
l'échec de résoudre la question palestinienne, mais aussi l'échec de faire pression sur les alliés arabes, pas seulement d'ailleurs des États-Unis, mais de l'Europe, pour qu'ils fassent des réformes politiques. Les gens ont pris conscience que si eux ne faisaient pas si eux ne se révoltaient pas pour obtenir des réformes, ben, il n'y en aurait pas. Et donc, c'est évident que la cote de popularité d'Obama est aujourd'hui au plus bas. Il y a un autre élément, j'ai dit, c'est la question palestinienne. La Palestine n'a pas été au cœur de l'affrontement, pas plus d'ailleurs que le rapport à l'Occident. Ça, c'est une des choses aussi importantes, c'est-à-dire que ça n'a pas été une révolution anti-occidentale comme étaient les mouvements nationalistes dans les années 60 et 70. Comme je dis, ça a été une révolution ni pour ni contre l'Occident en termes idéologiques à côté. C'est une révolution qui ne s'est pas située par rapport à l'Occident, mais qui va se situer par rapport à la politique que les Occidentaux vont mener. Aussi bien sur la question politique que sur la question palestinienne, que sur la question du développement économique. Et vous avez tout à fait raison, monsieur, de dire que, effectivement, c'est les sociétés occidentales qui ont le plus profité de cette libéralisation. Je n'ai pas développé. Je pense que c'est l'Union européenne qui a une vraie responsabilité dans la manière dont sont faites les réformes économiques dans ces pays. Et c'est pour ça qu'on peut avoir un rôle à jouer dans la détermination, je dirais, d'une autre forme d'une autre forme de collaboration entre le nord et le sud de la Méditerranée. Je n'ai pas dit quelque chose sur les Kurdes, c'est évidemment aussi un des problèmes très importants de la situation des Kurdes, qui en même temps sont divisés entre Syrie, enfin politiquement, pas seulement, qui effectivement en Syrie ont des doutes par rapport à l'opposition, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être marginalisés par l'opposition. Il y a eu une déclaration hier encore des dirigeants kurdes reprochant à l'opposition de les marginaliser. C'est des questions compliquées, on ne passe pas, c'est-à-dire, c'est là où je disais c'était plus facile en Égypte et au Maghreb quand même s'il y a la question copte et berbère. C'est beaucoup plus compliqué au Proche-Orient, où ces divisions sont plus profondes et où passer d'un régime dictatorial qui a joué sur les confessions, les ethnies, les Kurdes contre les Arabes, les Maronites contre les Sunnites, les Chiites, etc., c'est beaucoup plus difficile d'avoir un agenda un agenda commun et démocratique. Et c'est pour ça aussi que ça peut prendre du temps de construire quelque chose de nouveau, et que même la chute demain du régime syrien ne signifiera pas la fin de tous les problèmes de la Syrie.